Donc moi, je vais essayer d'aborder le problème de science et croyance à travers d'un problème, la chute des corps. Je suis physicien, je suis historien des sciences, donc je vais essayer de faire un parcours historique pour voir comment, à différentes époques, on a considéré la chute des corps, d'une part, et d'autre part, comment, justement, les notions de science et de croyance sont intriquées autour de ce problème. Alors, nous allons commencer. Voilà, ça c'est de la science. Jean-Philippe l'a montré aussi, donc il n'y a plus qu'à parler des croyances, puisque c'est vrai, c'est certain, je vous assure, quand il y a la Terre et puis quand il y a un mouchoir, ça c'est vérifié. Bon, évidemment, si on part de ce postulat, on ne va pas aller très très loin. Donc, voyons un petit peu la manière dont on s'est saisi de la chute des corps au cours de l'histoire. Nous sommes au IVe siècle avant notre ère. Aristote. Je vais citer beaucoup de noms, ce n'est pas la peine forcément de les retenir tous ou de les noter tous. L'important est de voir la démarche. Aristote réfléchit à l'univers et il se dit comment tombe cette chose ? Elle tombe à mes pieds. Ce qui prouve que la Terre est fixe et au centre du monde. Parce que si la Terre était mobile et se déplaçait dans l'espace, ça ne tomberait pas à mes pieds. Donc, la Terre est au centre du monde, fixe, et il y a deux régions cosmiques dans la Terre. Dans l'univers, il y a la région de la Terre qui est là, et puis la région du ciel qui est là. Toutes les étoiles sont accrochées à la sphère des étoiles fixes, la sphère des fixes, et tournent autour de la Terre. Et puis il y a 7 astres errants, dont le premier est la Lune, qui tourne avec Mercure, Vénus, le Soleil, et ainsi de suite, qui tournent autour de la Terre. Mais la Terre est fixe. Le mouchoir tombe à mes pieds sur cette terre fixe. Alors, évidemment, c'est quoi ? Voir la chute du mouchoir, c'est aussi voir le mouvement selon le lieu. Le mouvement selon le lieu, c'est quoi ? Je suis en train de marcher. Je marche parce que je décide de marcher, parce que je suis un être vivant qui a sa propre décision. Donc si je marche, la propriété d'un être vivant de marcher, c'est parce qu'il décide de marcher. Mais si je lance le mouchoir, eh bien, le mouchoir n'a pas la décision de tomber. Donc si je lance le mouchoir et s'il y a un mouvement, c'est parce qu'il y a un moteur, ici mon bras, qui lui communique le mouvement. Oui. Mais ça ne suffit pas, parce que le mouvement, il y a le moteur qui le lance, et puis si je pars de l'absence de moteur, il tombe naturellement. Donc, en fait, un mouvement, il y a un moteur et une tendance naturelle. Et la tendance naturelle du mouchoir, qui est constituée surtout de terre, il y a 4 éléments pour Aristote, eh bien, c'est d'aller vers son lieu naturel, la Terre, qui est au centre du monde. La tendance naturelle de l'eau, regardez la pluie, c'est d'aller sur le sol et d'y rester. Donc, l'eau est au-dessus de la Terre. L'air est au-dessus de l'eau et le feu monte et au-dessus donc de l'air. Donc voilà une illustration du XIIe siècle. Vous voyez la Terre, les lieux naturels de la Terre, de l'eau, de l'air et du feu. Donc les mouvements, c'est aussi des tendances naturelles. La tendance naturelle de tomber,
vient de ce que je suis fait, surtout par l'élément terre, un petit peu d'air, un petit peu d'eau, un petit peu de feu, et voilà, donc là, je suis constitué surtout de l'élément terre, donc je vais vers la terre et je tombe si je loupe la marche. Donc vous voyez, c'est totalement rationnel. Totalement rationnel et explicatif, prédictif même de ce que l'on va faire, et à ce titre, ça va être enseigné. Et par exemple, vous voyez que ce monsieur, il tire une charrette, la charrette s'arrête s'il cesse son effort. C'est une idéalisation. Mais on peut tout expliquer, le monsieur c'est le moteur, et puis la charrette c'est la chose mue. Le moteur est la chose mue. Et donc ces notions qui sont des notions constantes, importantes, vont se développer et être retenues par à peu près l'ensemble des philosophies du IVe siècle au 7e, 8e, 10e siècle, donc pendant 1400 ans. Ici, Ibn al-Haytham, en 1000, les Arabes. Ils inventent la méthode expérimentale. Et, par exemple, pour envisager la chute des corps, la chute d'une bille, Ibn al-Haytham dit qu'il y a deux composantes. Une composante qui attire la bille vers la terre, et puis une composante, si je lance la bille, qui va l'attirer hors de mon bras. Deux composantes. Et c'est pourquoi une bille rebondit, quand je la lâche, eh bien c'est parce que la composante perpendiculaire s'inverse, donc ça rebondit. Si je la lance obliquement, elle rebondit aussi parce que la composante perpendiculaire s'inverse. Vous voyez, on a introduction d'une cinématique à l'intérieur du mouvement. Mais le principe est toujours le même. Ça tombe parce que la Terre est fixe au centre du monde. Et, je vous l'ai dit, ceci est enseigné. Et ça va être enseigné par les clercs latins, en gros, après la chute de l'Empire romain, du côté des latins, les centres de savoir, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des monastères. Et les centres de savoir que sont les monastères vont avoir des intellectuels dont la principale des préoccupations va être de mettre en concordance la science et la foi. Et à ce titre, on va utiliser les résultats obtenus par la science arabe, mais sans développer la méthode utilisée par les sciences en pays d'islam, c'est-à-dire la méthode expérimentale. On va l'oublier. Concordance entre science et foi. Et vous voyez ici, vous avez un astronome qui discute avec un théologue. Et ils vont discuter, par exemple, de la chute des corps. Et la chute des corps, ça va être comme Aristote, c'est-à-dire la Terre est fixe au centre du monde, le moteur, le mu et le mouvement qui peut se décrire comme cela. Nous sommes aux sciences d'Aristote, vous voyez, qui enseigné jusque XVIIe siècle, XVIe siècle, donc pendant 2000 ans. Ça tombe à mes pieds, ça prouve que la Terre est fixe, c'est une évidence. D'autre part, il y a une idéalisation. Eh bien, si je tire une charrette, elle s'arrête quand s'arrête mon effort. Bon, c'est une idéalisation. Et d'autre part, eh bien, elle adopte une méthode de validation qui est inducto-déductive. Bon, vous voyez, tout ce que j'ai fait, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonné. Alors ça, c'est le terme savant pour parler ça, mais c'est un raisonnement que je vous ai développé. Évidemment, c'est très simplifié ici, aujourd'hui. XIIIe siècle. Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui, comme tous les clercs du Moyen-Âge, s'intéresse sur les rapports de la foi et de la raison. Alors, la science d'Aristote nous dit ce que je viens de vous dire, par exemple, sur la chute des corps, mais pour Aristote aussi, le monde est éternel. Ah, la foi nous dit que le monde a été créé et qu'il aura une fin. Donc Thomas d'Aquin va réfléchir à la manière de faire concorder la science d'Aristote avec la foi.
Et il va y arriver, parce qu'Aristote vivait avant le Christ, dans un autre lieu de civilisation, donc il ne connaît pas la Bible. Maintenant, avec la Bible, on peut dire, le monde a été créé, il y aura une fin, et, mis à part ceci, la Terre est au centre du monde, la physique d'Aristote est bonne. Décidément, là, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Allons-y, allons-y. Et le suivant, voilà. Et au centre de la Terre, eh bien, il y a la fournaise centrale, l'enfer. Et il n'y a pas deux régions cosmiques, la Terre et le ciel. Il y a trois régions cosmiques, l'enfer, la Terre et le ciel. Et c'est quelque chose qui est une concordance entre foi et raison. Et au point de vue des sciences et de la philosophie naturelle, ça ne change pas grand-chose par rapport à Aristote, c'est mis en concordance. Est-ce que ça va marcher? Ça ne marche plus. Alors voilà, par exemple, vous savez qu'avant Thomas d'Aquin, on a inventé la bombarde. Il y a des canons qui sont inventés. On n'a pas besoin de science pour ça, il suffit de faire des expériences et quelquefois ça nous pète dans la figure, évidemment. Regardez les bombardes exposées à Bruges, elles n'ont jamais fonctionné. Et voilà la représentation par des scientifiques d'un trajectoire d'un boulet de canon. Vous voyez, on met le feu au canon. Ça part, et puis quand la force est arrêtée ici, ben ça tombe. Il y a quoi? Eh bien, une idéalisation du mouvement. Hop, la force en acte du canon, et puis ensuite la tendance naturelle. Voilà, donc on apprend ça. Et ça peut être revenu, non, c'est pas revenu, alors je ferai ça à chaque fois. Et vous voyez, mise en concordance de la foi et de la raison par Thomas d'Aquin avec des applications qui sont celles que je viens de donner. XIVe siècle, oui. Buridan, un des mécaniciens parisiens, va s'intéresser à la chute des corps et va essayer de mesurer la chute des corps. Alors, il arrive à faire des histogrammes, on ne sait pas comment il a procédé, mais on a les résultats, dans lesquels il démontre par mesure que dans une chute de corps, la distance de chute est proportionnelle au temps de chute. Bref, au temps t, il y a une distance d, 2t, 2d, 3t, 3d, proportionnalité totale entre le temps de chute et la chute. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, eh bien, regardez le schéma du canon par Buridan, un petit peu différent déjà. Eh bien, il invente quelque chose qui est l'impetus. C'est-à-dire que quelque chose, je lance mon mouchoir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ma force, et ma force va diminuer au fur et à mesure que le mouchoir va s'éloigner de ma main. Et d'autre part, la tendance naturelle qui l'attire vers le sol. Donc, ma force initiale, ça donne quelque chose, et il y a quelque chose de gardé dans le mouvement qui diminue au fur et à mesure que le mouchoir s'éloigne de ma main, c'est l'impetus. L'impetus diminue au fur et à mesure qu'on s'écarte du moteur. Et cette nouveauté permet de dire à Buridan, à la fin de sa vie, que la trajectoire d'un boulet, eh bien, c'est une parabole, qui est avec une composante qui diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la bouche du canon, et une composante qui vient attirer vers le sol la tendance naturelle. Et donc une trajectoire qui est une parabole. Voilà. Même époque, l'évêque de Lisieux, Nicole Orem, va réfléchir, lui, sur ça. Il connaît Buridan, ils correspondent ensemble. Il va réfléchir sur la place centrale de la Terre.
et avec des réflexions qui sont les suivantes. Eh bien, quand on est dans un bateau et que l'on regarde le port, si le bateau marche, vous voyez le port s'éloigner. Qu'est-ce qui s'éloigne? Le port ou le bateau? Il ne faut pas faire attention à la vue et donner la preuve à la vue. Il faut essayer de réfléchir au-delà des évidences. Même quand on voit le port s'éloigner, eh bien, c'est le bateau qui peut s'éloigner. Et Nicole Orem va plus loin dans ses réflexions en disant, si je suis dans la cale d'un bateau, si la mer est une mer d'huile, et si je veux savoir si le bateau marche ou ne marche pas, je peux faire des expériences. Eh bien, je laisse tomber un mouchoir. Je saute. Est-ce que la chute du bateau va être différente si le bateau marche ou si le bateau ne marche pas sur une mer d'huile? Non, ça sera pareil. Vous pourriez dire, si je suis dans un TGV, je veux boire mon café matinal, est-ce que c'est le voisin qui va le prendre dans la figure parce que je suis à 300 à l'heure? Évidemment, si le TGV freine ou s'il accélère, il va y avoir des problèmes, mais vitesse constante ou repos sont équivalents pour Nicole Orem. Dans ce cas-là, est-ce que c'est la Terre qui est fixe ou est-ce que c'est le Soleil qui est fixe? Eh bien, Nicole Orem, qui est évêque de Lisieux, qui cherche, comme tous les autres, concordance entre la foi et la raison, voit dans la dans la Bible, que Josué, sur ordre de Dieu, a arrêté le soleil pour permettre aux Juifs de faire la pilée à leurs ennemis. Donc, si Josué a arrêté le soleil, c'est que le soleil tourne, et donc, ce qui prouve que la Terre est fixe. Alors qu'il n'y a pas d'autre argument, et que ça serait plus simple, dit Nicole Orem, de considérer que c'est la Terre qui est en mouvement. Nous sommes au XIVe siècle. Nous sommes au début XVIe siècle, Léonard de Vinci réfléchit aussi sur le mouvement, exactement dans les mêmes termes que Nicole Orem. Nous continuons. XVIe siècle, Copernic. Copernic qui, s'inspirant de la perspective italienne, s'inspirant des pythagoriciens, met le Soleil au centre du monde et va mettre la Terre comme planète qui tourne autour du Soleil, avec la sphère des fixes qui limite le monde. Donc tout ça est beau. Premier livre, il y a les proportions. Le Soleil est au centre du monde, sauf que il y a 7 livres dans le De Revolutionibus de Copernic, 1543. Bien, le premier livre, c'est ça. Et puis les 6 autres livres, eh bien, c'est pour montrer que ça ne marche pas bien, mais qu'il faut combiner des circulations et tout ça. Et surtout, donc, si Copernic a raison, ben, ça veut dire que toute la physique est fausse. Alors, d'une part, ça ne marche pas très bien son système astronomique, et d'autre part, toute la physique est fausse, et donc il faut refaire toute la physique. Alors, vous comprenez qu'il y a des réticences au développement de Copernic. Des réticences qui se font à une période, 1543, où le monde vit une grande transformation, et la grande transformation dans ce monde qui est un monde chrétien, c'est l'apparition de la réforme et de la contre-réforme. Luther, Calvin, Mélenchon et la papauté. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un combat féroce entre les deux. Les réformés disent qu'il faut revenir au sens littéral de la Bible et des évangiles, et les contre-réformés, donc les papistes, disent ben oui, il faut revenir au sens littéral de la Bible et de l'évangile. Alors, sens littéral, c'est quoi? Eh bien, c'est Josué a arrêté le soleil, donc le soleil tourne. Donc, vous voyez, difficulté en physique pour Copernic, des incohérences, il faut remettre en cause toute la physique, et difficulté dans les croyances.
Donc le rapport entre science et croyance n'est pas facilement résoluble. On continue. Vous avez, juste après Copernic, un très grand astronome danois qui s'appelle Tycho Brahe, qui a perdu son nez dans un duel. Et donc, selon les jours, il porte un nez en argent, un nez en or, ça dépend des cérémonies. Vous voyez, il est assez gros, il aime bien les bons banquets, il en mourra de s'être privé d'aller pisser parce que le bon banquet était trop bon et donc mort d'une crise d'urémie. Mais Tycho Brahe fait surtout des excellentes observations à l'œil nu, grâce au roi de Danemark, qui lui a payé une île et un observatoire, Uraniborg, avec lequel il fait des mesures extrêmement précises sur les positions des planètes, des étoiles. Et voilà ce que dit Tycho Brahe, allons-y. Eh bien, Copernic, c'est très bien, mais il faut changer toute la physique. Donc, avec des mesures extrêmement précises, il voit que ni Aristote ni Copernic n'ont raison, et il propose un système dans lequel la Terre est au centre du monde. Les planètes, le Soleil tourne autour de la Terre, mais toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc Terre, centre du monde, avec la Lune et Mercure. Le Soleil tourne autour de la Terre et toutes les planètes tournent autour du Soleil. Ça concilie Copernic et ça sauve la physique, puisque la Terre est au centre du monde. Ça tombe à mes pieds sur une Terre fixe. Donc, Tycho Brahe, nous sommes en 1590, croit sauver la physique et l'adapter à Copernic. Galilée, 1610. Fait confiance, contrairement aux gens de son époque, à l'observation au moyen d'un instrument qui a été inventé par des Hollandais, la lunette. Bon, les gens qui suivent Aristote ne veulent pas le regarder, parce que l'œil est fallacieux. Il faut raisonner, parce que si vous êtes témoin d'un événement, vous ne me raconterez pas la même chose que le voisin. Donc, il faut raisonner pour corriger les tromperies de l'œil. Et là, on met un dispositif devant l'œil, donc c'est encore une tromperie plus forte. Donc, les gens qui sont pour Aristote ne veulent pas regarder là-dedans. Et Galilée regarde dans une lunette, l'améliore considérablement, augmente le grossissement, et va regarder le ciel. Et voilà des dessins de Galilée. Sur la Lune, il voit des montagnes, il voit des cratères, il mesure la hauteur, il voit des levées de soleil, des couchers de soleil. Il nous dit, lui qui n'a jamais voyagé hors de l'Italie, ça ressemble à la Bohème. Vous voyez, argument affectif. Et surtout, Galilée va voir que Jupiter a des satellites. Jupiter, tout le monde est d'accord, tourne autour de quelque chose et entraîne les satellites dans sa rotation. Et surtout, il voit des phases dans Vénus qui ne peuvent pas être expliquées dans le système d'Aristote et qui sont expliquées dans le système de Copernic. Et donc, il démontre que le système de Copernic est un système qui doit être retenu. Retenez-le, puisque nous voyons que le ciel n'est pas parfait et que Vénus ne peut être qu'intérieur à la Terre, entre la Terre et le Soleil. Donc, voilà Galilée, et il publie tout cela dans le Siderus Nuncius d'abord, et dans le Dialogo, qui est un théâtre, une pièce de théâtre entre des différents commentateurs, et le Dialogo, 1630, va être condamné par Rome. Pourquoi ? Parce que Galilée lui dit la chose suivante: Dieu s'est révélé par ses paroles et par ses actes. La Bible nous donne les paroles. Nous devons les croire parce que c'est la foi et ça nous permet d'aller au ciel. Tandis que les actes, il ne nous a jamais dit comment il avait procédé pour créer le monde.
Il nous a donné le cerveau pour le comprendre. Et donc c'est par le seul cerveau que l'on doit comprendre les actes de Dieu, et par le raisonnement, et par l'observation, par la mesure et par la mathématisation. Séparation entre les paroles et les actes. En pleine réforme et contre-réforme, évidemment, malgré la pluie du pape qui soutient Galilée, il est condamné. Et il va écrire son œuvre scientifique en résidence surveillée, près de Florence, où il reprend les arguments de Niccolorem, où il les développe physiquement, où il démontre qu'on ne peut pas, en physique, séparer, distinguer le repos d'un mouvement rectiligne uniforme, que toutes les lois physiques sont les mêmes dans un bateau qui marche ou un bateau à l'ancre, et que donc la Terre peut tourner autour du Soleil, et que le Saint-Esprit doit nous montrer comment on va au ciel et non pas comment le ciel est. Vous voyez, donc distinction qui a fait sa condamnation, qui est réaffirmée par Galilée. Alors, évidemment, il va s'intéresser au mouvement et aux billes. Et voici une bille qui roule. Contrairement à Aristote, il dit, si je donne une pichenette dans une bille, elle va continuer indéfiniment s'il n'y a pas de frottement. C'est une autre idéalisation. Aristote dit, si je pousse une voiture, elle s'arrête si s'arrête mon mouvement. Galilée dit, si je donne un choc initial à une bille, elle continue indéfiniment s'il n'y a pas de frottement. Et Galilée est trop physicien, alors il dit, la bille, parce qu'elle est sur la Terre, va décrire un mouvement circulaire et uniforme à perpétuité. C'est ce qui explique, dit Galilée, que les astres dans le ciel tournent d'un mouvement circulaire et uniforme. C'est un mouvement naturel, éternel, et tout ce qu'il contamine, c'est quelque chose qui est le frottement. Et voilà Galilée qui mesure le mouvement de chute. Et il part de Buridan. À chaque fois qu'il y a un temps, il y a une distance. T1, T2, T3, D1, D2, D3, T, 2T, 3T, D, 2D, 3T. Et donc il va graduer cette règle-là avec des segments égaux. Et il va faire tomber la bille. Vous voyez, Galilée, où est-il ? Il est là. Et là, c'est comme de Médicis, qui règne sur Florence. Et qu'est-ce qu'il voit ? Des temps et des distances. Voyez comment mesurer des distances, des choses équivalentes et égales. Mais des temps, comment on les mesure ? À l'époque, qu'est-ce qu'on a comme système pour mesurer du temps ? Des clepsydres, des sabliers, des horloges à poids. Rien n'est assez précis. Qu'est-ce que prend Galilée ? Son pouls. Et comme il est ému, il prend le pouls des serviteurs. Il demande à des serviteurs de lui prendre leur pouls. Au moins, eux, ils s'en foutent du résultat. Et il s'aperçoit que Buridan a tort. Et Galilée se dit, Dieu a mis quelque chose de constant là-dedans, parce que Dieu est beau. Donc il a mis constant l'accélération, peut-être. Et il calcule, si l'accélération est constante, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que les distances parcourues en des temps égaux doivent être égales au carré de temps, calcule Galilée. Donc il gradue sa truc en carré des temps, il fait tomber, ça marche. Donc voici la chute des corps, c'est le carré des temps. Et pour en être sûr, il chante du Monteverdi, son père est musicien. Et le rythme de Monteverdi est plus régulier que le pouls. Et donc, il va déduire ensuite que le pendule
bat régulièrement, et qu'à une certaine longueur, ça bat la seconde. Et toc, on a inventé un appareil de mesure du temps. Wow. Donc, voilà, selon Galilée, un boulet. Bien, un boulet suit une parabole, mais une parabole qui descend vers le sol selon le carré des temps et qui est propulsée avec quelque chose qui diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la bouche du boulet. Donc vous voyez que pour Galilée, le monde est unifié parce que il y a le soleil, la terre, tout ça, il n'y a plus le soleil et la terre, pardon, le ciel et la terre qui ont des problèmes, des propriétés différentes. On ne peut connaître les choses que par la mathématisation. Dieu a écrit le monde en termes de mathématiques et par l'expérimentation, parce que l'expérimentation, on l'exprime grâce à des mathématiques et on voit la concordance entre ce que l'on mesure et ce que l'on calcule. Et puis vous avez la dissociation entre la foi et la raison. Donc ça, c'est la grande œuvre de Galilée, c'est la fondation de la science moderne. Et en même temps que Galilée, il y a Kepler qui va utiliser les calculs de Tycho Brahe et grâce aux mesures de Tycho Brahe, va voir que les planètes ne tournent pas selon des cercles, mais selon des ellipses, et il donne les lois de rotation des planètes, qu'il retenait simplement que les planètes tournent, bon, enfin là c'est très très exagéré, selon des ellipses, et je vais utiliser que cela par la suite, mais il trouve toutes les lois par lesquelles tournent les planètes. Donc nous sommes en 1620 et Galilée a tort puisqu'il croyait que les planètes tournaient selon des cercles. Alors pourquoi les planètes tournent-elles comme ceci? On ne sait pas. Et va venir M. Descartes. Pour M. Descartes, qui a été nourri d'Aristote, le monde est plein, comme le monde d'Aristote. Et dans ce monde, tout s'explique par des entraînements. Le monde, c'est une immense horloge. Alors ici, le monde est plein avec un élément qui s'appelle l'éther, qui emplit le monde. Et puis, il y a l'éther, la terre et l'eau. Donc vous avez l'éther qui emplit le monde. L'éther qui emplit le monde. Il tourne, cet éther, de mouvements circulaires et uniformes. Et donc, en tournant, il entraîne les planètes. Toutes les étoiles sont des centres de tourbillons. Le monde est infini. Et tout ce qui se place, c'est quoi? Par entraînement. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, la pression de l'éther fait que ça tombe sur une Terre en mouvement. Et Descartes affirme des choses comme ça. Le monde est une immense horloge. Que fait Dieu? Il a lancé le système au départ, et le 7e jour, il se repose. Et il n'intervient plus dans la physique, il intervient dans le monde par ses miracles. Et les miracles, ce n'est pas de la physique. Donc, vous voyez Descartes qui accepte la dissociation entre la foi et la raison, puisque Dieu se repose le 7e jour. Le monde est plein, tout fonctionne par des entraînements, Dieu se repose. Allons-y. Huygens, pardon, je me fais toujours reprendre quand je parle en Belgique. Huygens pour nous, qui, vers 1680, va démontrer quelque chose. Attention, ça, c'est quelque chose qui est vu en perspective. Ce que démontre Huygens, c'est que si vous faites tourner, et tous les petits Palestiniens vous le diront, un caillou au bout d'une ficelle, vous lâchez la ficelle, le caillou prend la tangente. Si vous prenez un pot de lait ouvert, ça ne se fait plus maintenant, mais enfin, moi qui suis assez vieux, je le faisais, je rentrais en faisant tourner le pot de lait, et le lait ne tombait pas.
Et si je lâche le pot de lait, il prend la tangente. Huygens démontre que le mouvement circulaire et uniforme est un mouvement contraint. C'est un mouvement qui est retenu vers le centre par une ficelle. Tout le monde le savait par observation, c'est en 1680 qu'on le démontre en physique. Mais cette démonstration va être très importante, parce que juste après, M. Newton, du haut de ses 23 ans, nous dit « En ce qui concerne la physique, M. Descartes n'a jamais rien écrit de beau. » Bon, 23 ans. Et pour M. Newton, à 23 ans, il part d'un présupposé, le monde est vide. Le monde est vide. Et il y a des masses qui se déplacent dans un monde vide. Allons-y. Alors, par exemple, eh bien, ici, il y a la Terre, et ici, il y a la Lune. La Lune tourne selon une ellipse autour de la Terre. Monsieur Kepler l'a démontré. Alors, si on prend les trucs de M. Huygens, Newton ne va pas faire ça, il ne va pas citer un prédécesseur, c'est lui qui invente tout, évidemment. Personne ne pouvait inventer d'autre chose que M. Newton. Il est comme ça. Hein. Alors, si on regarde la Lune à un instant T, si elle était soumise à sa propre inertie, puisqu'elle tourne, elle prendrait la tangente. Elle irait là. Or, elle ne va pas là. Elle va ici. Autant T2, si la Lune était soumise à sa propre inertie, elle irait là. Or, elle ne va pas là, elle va là. Et ainsi de suite. Vous voyez, à la place de considérer l'ellipse, il fait quelque chose qui est totalement génial, il considère des temps successifs, et le mouvement selon des temps successifs de plus en plus courts, il invente le calcul infinitésimal. Et surtout, eh bien, cette force qui retient la Lune vers la Terre a même direction et même sens que ce qu'on appelle la gravité. Donc, il a l'idée de comparer la gravité avec la force qui retient la Lune sur son orbite. Et il croit trouver une proportionnalité. Non, il trouve une parfaite égalité. Et il en arrive à la formule que je vous ai projetée au départ de ce truc-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il calcule, pareil, la manière dont la Terre est retenue par le Soleil, et vient de trouver quoi ? Eh bien, la gravitation universelle, c'est-à-dire que la gravité, la force qui retient la Lune sur la Terre, la force qui retient la Terre sur l'orbite par rapport à la Lune, c'est toujours F égale G, MM' sur D2. Ok, d'accord, il arrive à le démontrer mathématiquement, et on observe cela. Bon, donc le Newton, monde vide, il y a des forces, des masses, et oui, mais il va y avoir un gros débat. Parce que, restons ça, le monde est vide. Le monde est vide. Qu'est-ce qui est la gravité ? Qu'est-ce qui est cette force qui retient la Lune sur son orbite ? Ça ne peut pas être une force mécanique. Les cartésiens, eux, disent que c'est de l'entraînement par les terres. C'est une raison mécanique. Donc Newton fait une mécanique dans laquelle la gravité n'est pas une force mécanique. Alors Newton dit aux cartésiens, mais vous avez tort, parce que si c'est les terres qui entraînent la Terre, il y a du frottement, il y a de la chaleur, il y a de la dissipation, donc ça devrait s'arrêter, ça ne s'arrête pas. Et les cartésiens vont dire quoi à Newton ? Ouais, mais vous, qu'est-ce que c'est que la gravité ? C'est une influence occulte, comme le Moyen-Âge ? Newton répond non. Livré à lui-même, les forces dans le monde dépériraient. Elles ne dépérissent pas parce que Dieu l'entretient constamment. La gravité, c'est l'action constante de Dieu sur le monde. Waouh. Donc il n'y a plus de séparation entre Dieu et la physique. Nous sommes dans quoi ? Dans quelque chose qui refait une confusion.
Et c'est la physique de Newton, et c'est l'application de la formule que je vous ai passée tout au début. Donc, il va y avoir quoi? Dispute entre les cartésiens et les newtoniens, puisque pour les uns, ça devrait s'arrêter, et pour les autres, c'est Dieu qui entretient. Alors Descartes nous prévoit, et les cartésiens nous prévoient que la Terre, d'après ses calculs, doit être avec un rayon plus important entre les pôles qu'à l'équateur. Conséquence du calcul. Newton nous prévoit que la Terre doit être un diamètre plus faible entre les pôles qu'à l'équateur, l'inverse. Qu'est-ce que l'on envoie? Des expéditions au Pérou et en Laponie pour mesurer l'allongement des ressorts. Et qu'est-ce que l'on voit? Newton a raison. D'autre part, la comète de Halley va réapparaître, paraît-il, dans 3 ans. On calcule, Madame Lepote calcule jour et nuit le retour de la comète de Halley. Et puis elle publie ses calculs, Clairaut publie les calculs, on ne peut pas citer une femme, d'autre part qui est la rivale de la maîtresse de Clairaut, alors il ne faut surtout pas la citer. Donc Clairaut publie des résultats, la comète de Halley va réapparaître dans 70 jours. Et 71 jours après, la comète réapparaît. Donc Newton s'impose par les prévisions qu'il peut faire. Et donc, qu'est-ce que c'est que la gravité? Là, c'est un gros problème. Et on va avoir Laplace qui, en 1790, va écrire le système du monde. Un système du monde où toutes les trajectoires sont décrites dans le temps et dans l'espace. Le temps s'écoule régulièrement. L'espace peut se décomposer en 3 composantes dans le monde. Temps et espace sont séparés. Et qu'est-ce que la gravité? C'est une propriété de la matière, point à la ligne, et c'est tout. Donc, je n'ai pas eu besoin de Dieu dans mon système, dit Monsieur Laplace. Et Laplace va permettre de calculer toutes les positions des planètes, des astres et ainsi de suite, d'un monde infini. Et Laplace va dire, si un démon connaissait l'état des forces de tout le monde en ce moment, eh bien on pourrait prévoir totalement l'avenir du monde, grâce à mes équations. Puisque les équations, c'est dans le temps et dans l'espace, et l'aile d'un papillon influe sur les antipodes. Le démon de Laplace, c'est quoi? C'est quelqu'un qui connaîtrait toutes les positions et les forces dans un instant donné, et donc la physique est absolument prédictive. Nous sommes, avec Laplace, trajectoire dans le temps et dans l'espace absolu. La physique de Newton, explicative et prédictive, s'impose. Vous voyez, prévoit le retour de la comète de Halley. Je peux dire quelle est la forme de la Terre, et laïcisation de la science, puisque la gravité n'est plus l'action constante de Dieu sur le monde, mais c'est la propriété de la matière. Quelle est cette propriété? Je ne peux pas le savoir, parce que pour le savoir, il faudrait qu'il y ait des corps avec gravité et des corps sans gravité. Or, il n'y a pas de corps sans gravité, donc ça prouve que c'est bien une propriété de la matière. Nous sommes donc à la Révolution française. Et la physique de Newton s'impose. Et ça va devenir le programme d'enseignement de la Révolution française. Et de la première école normale, l'école normale de l'an 3, qui va former les enseignants dont la République a besoin, parce que les autres enseignants, c'était des clercs, et c'était lié à l'enseignement religieux, et que tous ceux qui n'ont pas prêté serment à la République sont barrés à l'étranger, donc il y a une pénurie d'enseignants. Donc on enseigne la physique de Laplace. 1802, en Allemagne. L'Allemagne n'est pas d'accord avec la physique de Newton, ni avec la physique de Descartes. Une vision totalement romantique de la physique, la nature-philosophie.
à la suite de Goethe, de Schelling, de Kant. Dans le monde, il y a des forces qui s'attirent, qui se repoussent, qui luttent. Il y a des forces attractives, des forces répulsives. Et quand l'attraction égale la répulsion, il y a un équilibre. Et on n'a pas besoin, la matière est divisible à l'infini. On n'a pas besoin d'atomes, de molécules comme chez monsieur Newton. Et dans l'ère germanique, il y a le Danemark, et il y a monsieur Ørsted. Et monsieur Ørsted, par hasard, s'aperçoit un jour que s'il fait passer un courant électrique dans un fil, ça dévie la boussole. Tout le monde avait déjà vu ça, et notamment Coulomb. Et Coulomb avait mesuré cette force, qui était de même forme que l'attraction newtonienne. Oui, mais attention. J'ai un fil électrique et j'ai une boussole. Le fil électrique fait dévier la boussole perpendiculairement au fil. Toutes les forces de Newton, c'est des corps dans la direction des corps en interaction. J'ai trouvé que Newton avait tort. 1802. Personne ne le croit sur le continent. Si Arago, qui appose ça, Ampère va mathématiser, Faraday va refaire plein d'expériences, Maxwell, c'est l'électromagnétisme. Et l'électromagnétisme n'a rien à voir avec Newton. Newton, ça reste valable pour les trajectoires des corps, mais l'électricité et le magnétisme ne sont pas décrits par Newton. Donc la physique de l'électromagnétisme, c'est une physique de force perpendiculaire et puis de champ. Des choses comme ça, et ça ne se concilie pas avec la physique de Newton. Donc, problème dans la physique. Et la fin du XIXe siècle vit avec ce problème dans la physique. Et ce problème dans la physique, il y a quelqu'un qui s'appelle Einstein, qui, en 1905, remarque une chose, c'est que les lois de Maxwell sont retenues, mais que les lois de Maxwell, pour un corpuscule d'électricité fixe, ou les lois pour un corpuscule d'électricité en mouvement rectiligne, ne sont pas les mêmes. Fixe, rectiligne, ce n'est pas les mêmes. Tandis que dans la mécanique, fixe, rectiligne, uniforme, c'est la même chose. Il y a une contradiction dans la physique. Comment résoudre cette contradiction dans la physique ? L'électromagnétisme dit, quand on est fixe, quand on est mouvement rectiligne uniforme, ce n'est pas la même chose. Et Galilée, Newton disent en mécanique, quand c'est fixe ou en mouvement rectiligne uniforme, c'est la même chose. Bien, Einstein va s'en tirer en mettant en cause les vitesses. Les vitesses, c'est quoi ? C'est des distances sur des temps. Distance sur temps, eh bien, si vous faites varier la distance avec le temps et le temps avec la distance, si vous mettez en cause les notions absolues de temps et de distance, eh bien, il résout la contradiction. Et c'est-à-dire qu'il résout la contradiction en disant le temps et la distance varient avec le mouvement rectiligne uniforme de la source. Et donc, comme elles varient dans les mêmes proportions, on rétablit la cohérence de la physique. Et cette cohérence de la physique va être très très importante parce qu'on ne peut plus séparer le temps et l'espace. Ça fait un continuum espace-temps à 4 dimensions qu'on ne peut pas représenter puisqu'il y a 4 dimensions. On ne peut les représenter que par des mathématiques. Et ces mathématiques vont avoir des conséquences. Et notamment la conséquence, d'après Einstein, que la lumière va être une géodésique de l'espace-temps à 4 dimensions. Qu'est-ce que c'est qu'une géodésique ? C'est un lieu, un endroit sur... là, c'est à 3 dimensions, évidemment. C'est une courbe qui joint 2 points différents d'une surface courbe, 2 points proximaux. Vous
voyez, il y a plusieurs manières, c'est des géodésiques. Eh bien, la lumière, c'est une géodésique de l'espace-temps. Et la propriété de cette lumière, géodésique de l'espace-temps, oui, c'est d'être, selon Einstein, courbée par les masses. Et donc, lors d'une éclipse totale de Soleil, on doit voir des étoiles que l'on voyait 6 mois avant avec une distance angulaire mesurée, avec une autre distance angulaire, puisque la lumière qui vient des étoiles passe à proximité du Soleil, qu'on les voit parce que le Soleil est bouché par la Lune, et on va pouvoir mesurer cette distance. Et Einstein dit oui, on peut faire l'expérience lors d'une éclipse totale. Une éclipse totale se produit en 1917. On fait les mesures. Einstein dit si on ne trouve pas ce que j'ai prévu, c'est qu'on aura mal manipulé. J'ai raison. Au bout de 4 ans d'études, 1921, les résultats tombent. La déviation est celle que propose Einstein. Donc, maintenant, eh bien, on retient que le temps et l'espace varient avec la source qui les porte. Donc, si on est dans l'espace à une vitesse, on ne va pas vieillir de la même façon que si l'on est sur Terre avec une autre vitesse. Ça, c'est la première chose. Et d'autre part, qu'est-ce que la gravité pour Einstein ? Eh bien, vous voyez, temps et espace sont liés au système de coordonnées. Il y a une courbure de l'espace-temps. Et surtout, une conséquence qu'il calcule, c'est que la gravité se propage. Et elle se propage dans un champ de gravité, et elle se propage à la vitesse de la lumière. Donc, la gravité n'est plus une propriété de la matière, c'est quelque chose qui a, comme l'électromagnétisme, a une structure de champ. Donc, on explique la gravité, et on explique la gravité d'une façon qui permet de rendre compte donc de la chute des corps. Alors, je vais bientôt terminer en disant, eh bien, qu'est-ce que la science ? Parce que actuellement, par exemple, les 2 grandes découvertes du XXe siècle en physique, ça a été d'une part la relativité d'Einstein et d'autre part la quantique de Planck-Einstein. Et actuellement, on ne sait pas unifier la relativité et la quantique. On ne sait pas les unifier. Et on ne sait pas les unifier, donc vous voyez, la physique n'a pas terminé. Et vous avez des choses qui permettent quand même les applications. Ce sont les formules, c'est les prévisions, c'est les prévisions, les calculs et des choses comme ça. Vous avez entendu dire que récemment, on a réussi à poser une sonde spatiale sur une comète, Philae. Comment a-t-on lancé cette sonde spatiale ? En considérant que la Terre était fixe, parce que c'était plus facile pour le calcul. Et en considérant la physique de Newton, parce que la physique de Newton est juste quant aux trajectoires des corps. Et on a réussi à poser, grâce aux 2 hypothèses de calcul pour simplifier que la Terre était fixe et que la physique de Newton était suffisante, à poser une sonde sur une comète. Vous vous rendez compte ? L'exploit technologique. Bon, maintenant, comment on reçoit des ondes de cette sonde ? Par la physique de Maxwell, par l'électromagnétisme. Et là, la physique de Newton est totalement incapable de nous faire cela. Mais ce n'est pas la peine de prendre des lois d'électromagnétisme pour faire un lancement, ce serait encore plus compliqué. Ce n'est pas la peine de prendre un marteau-pilon pour casser une noix. Vous échoueriez à peu près à coup sûr. Il vaut mieux prendre un couteau ou un casse-noix. Et puis, troisièmement, comment on sait localiser où est exactement
la sonde. Ben, comme un GPS. Allons-y. C'est-à-dire, avec la localisation, avec des systèmes de satellites stationnaires, et le GPS, ça fonctionne pourquoi? Et comment? C'est la seule application connue de la relativité généralisée. La seule application connue. Vous vous rendez compte, c'est apparu il y a 10 ans. La relativité générale, c'est 1915. Première application, le GPS. Pourquoi? Parce que les ondes sont déviées par les masses, donc par la Terre. Et il faut faire des calculs relativistes pour mettre exactement la précision. Bilan, jusqu'à présent, il n'y a que les Américains qui ont un système de coordonnées et qui disposent des systèmes de calcul. Bilan, en cas de conflit, ils peuvent dérégler tous les GPS de la Terre sauf les leurs. Et ça sera bien si vous avez votre localisation à 300 mètres près. Donc l'Europe est en train de lancer des satellites pour avoir son propre système indépendant des Américains. Et les Chinois et les Russes n'en sont pas encore là. Il suffit de dérégler le calcul, c'est tout. C'est bien, on s'est guidé pour venir ici. On a trouvé la rue Parmentier assez bien, n'est-ce pas, Max? Bon, eh bien, regardez que pour faire ce petit truc qui est lancer un satellite sur une sonde, j'ai utilisé la physique de Newton, pas moi, mais nous avons utilisé la physique de Newton, la physique de Maxwell et la physique d'Einstein. Pourquoi? Eh bien, parce que la science utilise des modèles. Et donc, la science, c'est une œuvre collective, j'espère vous l'avoir montré, au cours de ce développement historique sur 2400 ans. Une œuvre collective qui, dans chacun, apporte un petit peu de pierre à cette œuvre et à ce que l'on sait, et c'est toujours en mouvement. Heureusement. Par exemple, dans l'exemple choisi, je vous ai dit, on ne sait pas unifier la quantique et la relativité. 2, elle porte sa propre capacité de contestation. C'est le recours à l'observation, à l'expérience, à la théorisation. On peut dire que la physique de Descartes est fausse, puisque ses prévisions ont été démenties par l'expérience et par le calcul. On peut dire que la physique de Newton est vraie dans son domaine de validité, c'est-à-dire la chute des corps. Donc, la science est réfutable grâce à la modélisation et à la mathématisation, et à la comparaison entre l'expérience et les prévisions. Donc, la science permet de dire ce qui est faux. La physique d'Aristote est fausse. La physique de Descartes est fausse. La physique de Newton n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. La physique de Maxwell n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. La physique d'Einstein n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Donc, vous avez vu qu'une théorie fausse peut donner des explications justes. Et que les théories, elles ne sont pas vraies, elles ne sont que pertinentes entre des limites de validité que nous savons poser. La physique de Newton est juste en ce qui concerne les mouvements des mobiles. La physique de Maxwell en ce qui concerne la propagation des ondes. Donc, les théories sont pertinentes entre des limites de validité que nous savons poser et permettent explication et prévision. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une croyance? C'est l'adhésion à une vérité révélée ou affirmée qui est indubitable. C'est vrai, j'affirme. Je ne peux pas discuter, c'est vrai. C'est un livre écrit une fois pour toutes, auquel on ne peut pas ajouter, qui est vrai une fois pour toutes. La science, c'est toujours des brouillons, et on jette les brouillons une fois qu'ils sont avérés utiles, et que d'autre part, on est en train de faire un autre brouillon.
Donc c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Donc une croyance est caractérisée par l'adhésion à une vérité révélée ou affirmée qui est indubitable. Et puis par l'assentiment donné à un dogme, une conception physique ou sociale. Si vous présentez la science comme étant une vérité, vérité contre vérité, vous ne pouvez rien opposer. Si vous montrez que la science est réfutable, qu'elle a une histoire et qu'elle donne des choses qui ne sont pas définitives, ben, vous opposez aux croyances. Donc, la science est toujours placée entre des certitudes et des doutes. Les certitudes permettent de construire et d'appliquer les savoirs, puis les doutes obligent toujours à pousser plus loin les déductions, à découvrir de nouveaux horizons, loin des vérités assénées par les livres, écrits une fois pour toutes. Oui, la dernière. Voilà. Alors, nous disposons d'un petit peu de temps pour vos questions, vos remarques, pour aller un peu plus loin, élargir si vous le souhaitez, dépasser un petit peu le contenu même de ce qui a été proposé. Peut-être pour lancer la discussion, moi, je dirais que ce qui m'a frappé, c'est que finalement, dans les raisonnements des scientifiques, à un moment donné, on a l'impression que la raison a toujours raison, quel que soit l'argument qu'on va solliciter. Et du coup, ça provoque des contradictions quelque part entre science et foi, entre science et croyance. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à certains moments, le scientifique convoque un argument qui n'est pas scientifique, et du coup, ça valide sa théorie qu'il dit être scientifique. C'est assez croustillant intellectuellement. Tout à fait, bien sûr. Et puis, regardez Newton, tellement content d'avoir inventé le calcul infinitésimal, grâce au calcul infinitésimal, avoir expliqué quelque chose d'une façon rationnelle et compagnie, et comme il était profondément croyant, il affirme ce qu'il dit. Et il a raison d'affirmer ce qu'il dit. Mais il y a toujours des petits trucs qui ne collent pas avec les cadres. Actuellement, ce qui ne colle pas, par exemple, entre la quantique et la relativité, c'est que il y a 4 forces qui sont décrites en physique dans l'univers, et on arrive à les unifier 3 par 3, et jamais toutes les 4 à la fois. Alors, comment unifier à 4 ? Et pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, vous allez avoir tous les astrophysiciens qui, en vulgarisant ce qu'ils sont, ce qu'ils savent, nous disent il y a l'expansion de l'univers et il y a le Big Bang. Ah. Et le Big Bang, qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang ? Est-ce que le Big Bang, c'est la naissance de l'univers ? Est-ce que la physique peut parler du passage du non-être à l'être, du néant à quelque chose qui existe ? Donc, réfléchissons 2 secondes. On ne sait pas unifier la relativité et la quantique. Lorsqu'il s'agit de l'univers, on peut prendre 3 dimensions de l'espace, et puis le temps. Et puis réduire ça. Ouais, mais quand on réduit très très fort à certaines énergies, on ne peut plus séparer le temps et l'espace. Donc le Big Bang est écrit dans un espace et un temps séparés. Or, plus vous approchez du Big Bang, et moins vous avez le droit de faire ces séparations. Donc le Big Bang, c'est la limite de nos théories. Et on ne peut pas arriver au Big Bang, on peut arriver à ce qu'on appelle le mur de Planck, qui est situé avant le Big Bang. Donc quand je dis le Big Bang,
c'est l'origine du monde, c'est une croyance. Et j'ai une autre croyance qui est de dire il n'y a jamais eu passage du non-être à l'être, mais il y a toujours eu l'être. C'est-à-dire il y a eu quelque chose avant le Big Bang. Mais c'est une croyance que j'ai. Et je ne peux pas démontrer qu'elle est bonne. Parce que je ne peux pas, actuellement, aller au-delà du mur de Planck. Et le Big Bang, c'est un horizon. Il vaut mieux le présenter comme un horizon, qui est l'horizon de nos théories actuelles, que comme un événement. Et lorsqu'en vulgarisant, on dit c'est un événement, on a tort. Et je dis actuellement, eh bien, moi, qui ne crois pas, croyance, qu'il y ait eu un instant où on est passé du non-être à l'être, qu'il y a toujours eu de l'être, ben, je vais essayer de trouver ça, mais c'est une croyance. Donc je vois que dans ma physique, j'ai des croyances. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, au cours du temps, la sagesse s'est déterminée avec à la fois des savoirs, avec de la philosophie, et puis comment on a pu séparer à un moment donné les questions de comment fonctionne le monde, donc du coup avec mesure, expérimentation, observation, la science, et puis pourquoi finalement sommes-nous au monde? Donc avec là bien une séparation avec les deux domaines du comment et du pourquoi et du quelle origine et quel avenir. Et le problème des origines n'est pas un problème de science. C'est ce qu'on venait d'évoquer d'une autre façon. Alors, je voudrais vous laisser la parole, bien sûr. C'est pour ça que je me suis levée avec le micro. Si quelqu'un veut interagir ou aller au-delà ou poser une question qui n'a pas été évoquée et que vous souhaiteriez évoquer, enfin, non, je dis rien parce que sinon je vais tout dire. Allez-y. Est-ce que vous souhaiteriez évoquer quelque chose autour de ces concepts-là qui sont pas forcément évidents à déterminer? Oui. Merci, monsieur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une autonomie totale entre les sciences et les croyances? Je viens de vous le dire, j'ai des croyances et je ne peux pas les prouver. C'est une croyance. C'est tout. Mais lorsque on va contester la science au nom de croyances, contester les résultats de l'évolution historique, des raisonnements et tout ça au nom d'une croyance, je ne vais pas vous dire le Big Bang n'existe pas, il n'y a pas eu des trucs, et je ne peux pas dire ça, je n'ai pas le droit de dire ça. Mais ce sur quoi, puisque nous sommes tous enseignants, je voudrais attirer l'attention, c'est qu'on enseigne beaucoup trop une science qui est effective, qui est applicable, qui est vraie, et pas assez la démarche qui est la démarche qui permet de contester et d'aller plus loin les choses et qui permettent de distinguer la croyance de la science. Si vous voulez, la science jusqu'au XVIIIe siècle a cru à la Genèse. Et puis a mis en cause la Genèse. Si on vient nous dire il n'y a pas d'évolution des espèces et tout est dans la Bible, je regrette, mais je peux dire c'est faux. Ça c'est important d'enseigner à la fois ce qui sont les savoirs construits, constitués, applicables, démontrables. Mais ce sont des savoirs, on ne va pas refaire toute l'histoire lorsqu'on veut enseigner des savoirs, mais il faut aussi enseigner la démarche, qui sont les démarches de validation, et là nous sommes très faibles. Merci. Pour poursuivre avec votre question, il y a aussi parfois une ambiguïté avec ce qu'on appelle croyance en tant que telle. La foi n'est pas forcément une croyance, ou en tout cas, dans les croyances, il y a ce qu'on appelle les superstitions, qui sont différentes encore de la foi. Donc quelqu'un peut avoir une foi non démontrable par définition, donc on est en dehors du domaine des sciences, mais c'est un autre domaine, celui de la foi. Et puis après, il y a les superstitions, qui vont chercher partout dans le monde des raisons aussi, des raisons, des validations, une façon de se sécuriser. On a peu évoqué le Moyen-Âge, mais je pense qu'on a en tête des images du Moyen-Âge, ou des actes, ou des croyances, pour le coup,
entraîner des actes violents. Alors c'était une réflexion que je me posais en t'écoutant tout à l'heure. On pourrait se dire que la science est universelle et que du coup, par cela, elle va permettre la rencontre des personnes. Et à certains moments, on voit bien comment la science a joué, au contraire, le jeu de l'écartèlement, de la discorde. Hein, donc il y a aussi quelque chose là à creuser autour de comment, avec les élèves, j'aborde les sciences. Est-ce que c'est quelque chose qui, grâce au raisonnement, à la raison, à la mesure, va permettre d'aller l'un vers l'autre et de construire ensemble des savoirs? Ou est-ce que, si on reste figé sur nos presque dogmes, à ce moment-là, on va vers l'écartèlement et au contraire, la disruption? Alors, il y a quelqu'un qui avait demandé d'intervenir, mais je vais répondre à Albine quand même. Je crois que tu as tout à fait raison en ce qui concerne la foi. C'est-à-dire que, quelque part, moi j'aime bien ce qu'a dit Galilée, que disait aussi Augustin d'Hippone au IVe siècle, connu chez les chrétiens comme Saint Augustin. C'est que, il y a, d'une part, Dieu s'est révélé par ses paroles et par ses actes. Lorsqu'on a la foi, on peut dire Dieu s'est révélé par ses paroles et par ses actes. Les paroles, c'est la foi, c'est la façon d'être bon, de gagner le ciel. Les actes, c'est ce qu'il a fait, le monde. Si j'avais la foi, je pourrais dire, eh bien là, il nous a dotés d'un cerveau et c'est les capacités de ce cerveau qui nous permettent de comprendre le monde. Donc dissociation entre les deux. Puis tu introduis quelque chose qui est le Moyen-Âge. Alors là, il faut voir que nous avons une vision du Moyen-Âge. Je vous ai montré qu'il y avait des débats, Buridan, Aurème, Thomas d'Aquin, ils ne sont pas d'accord ensemble. Nous avons une vision du Moyen-Âge qui est une vision totalement fausse, et qui est la vision, en fait, de la réforme et de la contre-réforme. C'est-à-dire, la réforme et la contre-réforme au XVIe siècle nous disent ce qui est dans le livre est exact. Mais ni l'islam, ni les juifs, ni les chrétiens n'avaient dit cela avant. Si on prenons le XIIe siècle, par exemple, XIIe siècle de notre ère, il y a des gens qui s'appellent Bernard de Clairvaux, Abélard, qui suggèrent, ils s'engueulent vraiment. Ils vivent en même temps. Mais alors, Bernard de Clairvaux dit d'Abélard, on devrait lui clouer la langue sur une planche et qu'il ne parle plus et qui arrive à le faire excommunier. Pourquoi ? Parce que lui, Bernard de Clairvaux, trouve qu'il faut croire en Dieu, l'adorer et s'élever. Regardez l'art cistercien, pas de statue, pas d'enjolivement pour nous permettre d'aller vers Dieu directement. Qu'est-ce que dit Abélard ? Bien qu'il faut utiliser les apports des sciences en pays d'islam, et il y a des problèmes, il faut toujours exposer ce qui est pour et ce qui est contre, et résoudre le problème en opposant les contraires, le sikh et le non. Et donc, il apprend à raisonner. Et cet apprentissage de la raison en pays chrétien va amener les universités, et la première d'entre elles, l'université de Paris. Et puis, il y a Sugère, lui, il veut être bien avec le roi, alors il fait une grande nécropole à Saint-Denis, et rien n'est trop beau, il met de l'or, il met des vitraux, donc totalement à l'opposé de Bernard de Clairvaux. Mais Bernard de Clairvaux se fout de Sugère, parce que lui, il met de l'or et tout ça, mais il n'est pas important au point de vue intellectuel, et il est bien avec les rois, donc je ne l'attaque pas, mais j'attaque Abélard, parce que là, c'est un vrai danger. Et Abélard attaque Bernard de Clairvaux, tous les trois ont la foi. Et ça s'engueule. Oui, pour revenir sur la partie plus pédagogique et enseignement du débat à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, j'ai l'impression que une des difficultés des professeurs aujourd'hui, quelle que soit la discipline d'ailleurs, c'est
plus vrai en sciences, effectivement, mais c'est aussi le cas en histoire, en langue, etc. C'est le fait que les élèves ont accès maintenant, grâce à Internet, à les mêmes ressources que nous. Bon, après, ils savent pas forcément aussi bien chercher, mais parce que nous, on a travaillé là-dessus, mais ils ont accès, en théorie, aux mêmes ressources que nous. Et justement, le fait de leur démontrer que ce qu'on leur enseigne, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, et essayer de développer chez eux l'esprit critique, ça peut avoir comme effet, pour eux, de remettre en question absolument tout. Et du coup, je trouve que c'est une des choses qui est particulièrement difficile pour les historiens, particulièrement, parce que sur certains sujets comme la Seconde Guerre mondiale, ça peut générer des débats assez nauséabonds. Mais du coup, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'enseignant, faire la part des choses entre on vous apprend des choses qui sont vraies, mais d'un autre côté, continuer à réfléchir, parce que ce qu'on vous apprend maintenant, peut-être que d'ici quelques années, ça va être partiellement ou totalement remis en cause. Du coup, c'est ça. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a un moyen à peu près, je vous demande pas une solution miracle, mais est-ce qu'il y aura un moyen à peu près logique et facile d'aborder ces questions-là avec les élèves? Bon, alors la première chose, c'est que je sais assez peu faire la cuisine. Et donc, j'ai peu de recettes. Par contre, je vais d'abord commencer à répondre à votre question par une analogie. Il y a quelque chose qui a été une très très grande révolution au XVIe siècle, c'est le livre et l'imprimerie. Qu'est-ce qui se passait avant l'imprimerie? C'est que il y avait des savoirs dans les monastères et des savoirs dans l'espace profane. Mais que les gens de l'espace profane, ils étaient obligés d'aller obligatoirement dans les bibliothèques des monastères pour avoir les livres. Et donc l'enseignement était surtout fait par l'art de la mémoire, la mnémotechnie, l'art de la mémoire. Parce qu'il fallait exercer sa mémoire pour ne pas avoir recours au texte. Et donc une grosse partie de l'enseignement, c'était l'art de la mémoire. Cet art de la mémoire a totalement disparu. Parce que nous avons le livre. Et parce que le livre a permis de ne plus aller dans les bibliothèques des abbayes. Et qu'il a popularisé un certain savoir. Est-ce qu'on ne vit pas exactement la même chose ? C'est-à-dire que, quelque part, il y a une nouvelle forme technique ou technologique qui donne accès à des savoirs. Le livre a pu écrire des belles bêtises. Il y a un enfer à la Bibliothèque nationale dans lequel on ne met... l'Église de la Contre-Réforme a fait un index ou des choses comme ça. C'est-à-dire que... et sans pouvoir vraiment contrer. Et est-ce qu'on peut contrer ce qui circule ? Non. Par contre, on peut peut-être réformer notre façon de voir, et moi je suis absolument écœuré quand je lis quelques copies d'étudiants d'université qui vont chercher du truc sur Internet, qui font des copier-coller en ne se rendant pas compte que ce qu'ils ont copié-collé là est contradictoire avec ce qu'ils ont collé juste après. Donc, quelque part, est-ce qu'on n'a pas à mettre en œuvre un autre type d'enseignement aussi qui allégerait les connaissances positives sur lesquelles on peut s'appuyer, qui existent ailleurs dans des trucs qui peuvent être validés, pour avoir recours à quelque chose qui est la structuration, et il faut se réfléchir là-dessus, comme le livre. Merci. Avez-vous d'autres questions ? Oui. Puis après, on peut peut-être passer à Max et réserver les autres questions, parce que sinon, on va déborder. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais deux questions, donc si vous voulez que j'en pose qu'une, je peux me limiter à une. La deuxième après, alors, à la fin, puisqu'il y a un espace encore à la fin. D'accord. Bon, la première était réservée à l'historien et l'autre au pédagogue, donc je vais commencer par l'aspect historique. Alors, diriez-vous que les croyances ont plutôt freiné l'avancée des sciences ou plutôt l'interrogent et lui donnent vie ? Il y a des époques où les croyances ont fait avancer les sciences, hein. C'est clair. Et puis, à d'autres époques où ça a freiné. C'est selon.
Si je parle de mon expérience en disant bon, eh bien, il n'y a jamais eu passage du non-être à l'être, ce qui est une croyance, bah, je vais essayer de le démontrer. Ça va faire avancer. Ou je me casserai la gueule. J'ai une marche.